à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la Fédération française de citoyenneté. Je reçois donc aujourd'hui Amandine et Thomas. Salut. Salut Mathilde. Bonjour. Alors Amandine et Thomas, vous êtes les parents donc de 3 enfants, dont 2 qui sont instruits en famille, hein, donc Octavia et Ambroise. Donc Octavia a 5 ans et Ambroise 3 ans. Et comme de nombreux autres parents, c'est mon cas d'ailleurs aussi à moi, hein, vous faites l'instruction en famille cette année, malgré le refus que l'Éducation nationale donc, a opposé à vos demandes d'autorisation hein, pour vos 2 enfants, alors que, vous allez nous le préciser, vous aviez eu des autorisations pour votre fille en 2022-23 et 2023-24. Donc ils ont refusé cette année, mais elle était déjà en autorisation en famille avant. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc vous avez fait des rapports, donc recours administratif préalable obligatoire, hein, refusé aussi, et vous avez donc reçu, comme c'est le cas de nombreux autres parents, une injonction de scolarisation, hein, vous demandant évidemment de mettre vos enfants à l'école. Ce que vous n'avez pas fait, évidemment. 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 Vous avez également fait un recours hiérarchique auprès d'Alexandre Portier, qui est le ministre délégué à la réussite scolaire, et a priori, vous n'avez pas de réponse, mais on pourra en parler aussi. Je précise que Thomas, tu es conseiller municipal et que vous avez par ailleurs le soutien plein et entier de votre maire, hein, donc ça c'est important et on va en parler. Avant de vous donner la parole, donc quelques mots sur cette nouvelle loi IUF, hein, qui retire à tous les parents, c'est ça qu'il faut vraiment préciser, c'est que ça concerne évidemment tout le monde, hein, qui retire à tous les parents le droit donc de choisir le type d'instruction à donner à leurs enfants, et puis qui retire aussi évidemment le droit et le pouvoir de protéger les enfants, hein, puisque la déscolarisation devient quand même très compliquée. Il s'agit donc de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, donc loi qui est intitulée « Confortant le respect des principes de la République ». Et cet article 49 donc, modifie le régime de l'instruction en famille, en la faisant passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Voilà, et donc cette loi est une loi de lutte contre le séparatisme, entre guillemets, hein, je mets le mot séparatisme entre guillemets, et cet article 49 était donc censé lutter contre, entre guillemets, le séparatisme islamiste. Outre le fait donc, que cet article 49 contrevient à de nombreux textes qui protègent les droits des parents et les droits des enfants, nous avons en outre appris, on va en parler, de la bouche de Caroline Pascal, qui est la directrice générale de l'enseignement scolaire, hein, qui passait en audition devant la commission éducation de l'Assemblée nationale le 18 septembre, que en fait nous étions soumis à des quotas et que l'objectif de cet article 49, hein, loin d'être un objectif de lutte contre entre guillemets le séparatisme islamiste, était en fait un objectif de purge tout simplement de l'instruction en famille, avec pour objectif justement de passer de 72 000 enfants instruits en famille à 35 000. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le contexte, mais on va revenir sur ces différents points au fur et à mesure. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter, nous parler de votre parcours en matière d'instruction en famille, et puis nous expliquer évidemment la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Allez, je t'en prie. Moi, je m'appelle Amandine, je suis éducatrice Montessori 3-6 ans à AMI. C'est un diplôme qui est reconnu au RNCP, donc c'est officiel. J'instruis officiellement Octavia depuis 2 ans. Là, c'est la 3e année où du coup c'est officieux. Et Ambroise, du coup, sa première année où c'est officieux aussi, vu qu'on a eu 2 refus cette année sur un dossier que j'avais monté donc la première année pour Octavia sur le socle commun. Donc, c'est-à-dire que ça reprend toutes les attendus au niveau de la première, la 2e et la 3e année. Donc, c'est pour ça qu'on a été un peu surpris également que pour Octavia, sachant que ça avait été accepté la 2e année sans aucun souci, qu'il soit accepté, quoi qu'il soit refusé cette année. Et la première année, ça a été un petit peu différent parce que elle est allée à l'école. Ça s'est très mal passé. On a essayé les demi-journées et ça ne passait pas non plus. On a constaté une évolution qui se dégradait. Donc, il y a eu des énurésies, il y a eu des terreurs nocturnes, il y a eu plein de choses qu'on n'avait pas avant. Et elle a commencé à être violente. Donc là, on a décidé de la retirer de l'école. Et on a fait un dossier en motif 1 la première année. Donc
Et après, on nous a conseillé de passer en motif 4. C'est pour ça que la deuxième année, on a fait un motif 4 et qui est passé. Il n'y a eu aucun souci. Alors, faut préciser qu'effectivement, la première année, vous avez fait un dossier en motif 1, mais qu'il a quand même fallu aller au RAPO pour obtenir gain de cause. Voilà, parce que la médecine scolaire, du coup, 2 mois et demi après avoir déscolarisé notre fille, la médecine scolaire n'a pas constaté de phobie scolaire dans leurs locaux face à un adulte. Voilà. C'est très étonnant. Et rassurant dans un autre sens. Voilà. Oui. Donc, voilà, donc alors, juste avant d'aller plus loin, ça c'est vraiment parce que je disais évidemment qu'avec cette nouvelle loi, on perdait le pouvoir de protéger nos enfants puisque la déscolarisation devient très compliquée. Donc il faut bien comprendre pour les gens qui ne seraient pas complètement au courant qu'avant ce régime d'autorisation, donc c'est ce que j'ai dit, un régime de déclaration, et donc du jour au lendemain, si votre enfant, on va dire, n'était pas bien à l'école pour X raison, vous pouviez le retirer de l'école sans avoir à demander d'autorisation à qui que ce soit. Nous, c'est ce qu'on a fait en 2020. Hein. Voilà, donc ça n'est plus possible. C'est-à-dire que votre enfant n'est pas bien à l'école, il y a un problème effectivement de phobie scolaire, etc., etc. Eh ben, il faut que vous montiez un dossier, il faut que vous alliez voir effectivement des fonctionnaires de l'éducation nationale, etc. Bon. Et donc, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus ce droit hein, de protéger vos enfants en les retirant comme ça du jour au lendemain de l'école, si voilà, il y a quelque chose qui se présente et qui vient, on va dire, à l'encontre de leur intérêt supérieur. Donc voilà, c'est vraiment un point important et vous en avez été effectivement on peut dire les témoins directs puisque ça a été compliqué pour vous quand même de déscolariser votre fille. Donc finalement, vous avez obtenu gain de cause au RAPO. Oui, pour la première année, oui. Pour la première année et donc les 2 années suivantes, c'est ce que tu disais. La deuxième année, la première année ensuite, on a eu le contrôle, c'était positif. La deuxième année, on a eu l'autorisation assez rapidement en plus, hein, en moins de, peut-être en 15 jours. Et le contrôle était positif aussi. Et là, troisième année, donc pour Octavia, ça a mis plus d'un mois. Non, pas plus d'un mois, parce qu'ils ont le droit qu'à un mois. Non, c'est 2 mois qu'ils ont le droit. Donc ça a mis 2 mois à ce qu'on reçoive le refus. On a fait un RAPO, ça a mis 1 mois avant qu'on reçoive le refus du RAPO. Et après, on n'est pas allé au tribunal parce que j'étais en fin de grossesse et que j'avais la tête à autre chose que me lancer dans des démarches administratives, dont le tribunal. Donc on a dit qu'on verrait après. Et ce qui s'est passé, c'est que on en a discuté avec notre mairesse. Et c'est là que elle a vu la situation d'Octavia la première année parce qu'en fait la mairie est juste à côté de l'école et comme Thomas est conseiller municipal, elle connaît aussi nos enfants en fait. Parce que, et donc elle a dit que dans leur intérêt supérieur, elle allait faire entre guillemets garde-fou de la loi et nous donner une attestation d'instruction en famille parce qu'elle s'interdisait de scolariser nos enfants alors qu'elle savait très bien qu'ils allaient être moins bien qu'avec nous. Alors ça, on va peut-être y revenir après, parce que ça, c'est vraiment très intéressant quand même. Moi, j'ai jamais... vous êtes les seuls à témoigner de cela, hein, vraiment du fait du soutien de la mairie. Alors, juste pour finir, donc cette année, donc refus pour votre fille, donc Octavia, et donc Ambroise, son petit frère qui a donc 3 ans. Vous avez donc fait un dossier motif 4 cette année aussi, et refus aussi. Donc ils ont tout refusé. Ils ont utilisé globalement les mêmes arguments ou pas? Alors, moi, je m'attendais à avoir plus ou moins un refus pour Ambroise parce que sa situation propre n'était, entre guillemets, qu'au niveau de la fratrie. Parce que pour eux, on ne peut pas parler de continuité pédagogique vu qu'il n'a jamais été à l'école. Sauf qu'en fait, depuis qu'il est né, il baigne dans plus ou moins, alors, je ne vais pas dire un univers Montessori, mais on fait des choses... il fait du matériel Montessori déjà depuis qu'il est petit, en fait. Donc, pour lui, c'est une continuité pédagogique, même si on ne peut pas en parler tel quel, vu que l'école ne commence qu'à 3 ans. Donc ça, je savais qu'ils allaient plus ou moins ne pas le retenir, mais je pensais que la fratrie, vu qu'il y avait des jurisprudences dessus, que ça allait passer. Bah non. Donc je m'attendais au moins à un RAPO pour lui, mais pas pour Octavia. Et Octavia, ça a été vraiment la grande surprise parce que elle, clairement, alors oui, la phobie scolaire, là, actuellement, elle n'y est pas. Mais demain, on lui dit, tu vas à l'école, tout va repartir en fait, ça va tout redéclencher. Donc... Voilà. Oui, parce que là, on veut forcer une enfant, enfin, c'est ça qui est complètement dingue, quoi. En l'occurrence, votre fille, vous m'en avez parlé quand on s'est eu au téléphone, mais c'est une phobie scolaire avec des manifestations physiques qui sont quand même assez fortes, quoi. Oui.
Voilà, donc enfin, je veux dire, on sait très bien qu'ils se foutent totalement de l'intérêt supérieur des enfants, mais enfin là, vous êtes un exemple flagrant, quoi. Donc c'est, ouais, vas-y, je te laisse. Le souci, c'est que on a voulu aller voir un neuropédiatre ou un neuropsy, et en fait, le problème, c'est que ils ne prennent que les enfants qu'à partir de 6 ans. Donc, ou alors il y a des listes d'attente qui sont super longues ou c'est hyper loin. Donc, infliger ça aussi à notre fille, alors que lui aussi s'exprime sur le sujet. Ah ouais, il a bien raison. Lui infliger ça alors que, en fait, la solution c'est l'école à la maison. C'est quoi. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais après, c'est vrai que quand on voit quand même que, notre fille est passée par des étapes, elle a montré que l'école ça ne lui convenait pas. C'est pas simplement du jour au lendemain on s'est dit tiens si on l'enlevait de l'école, non. Il y a eu vraiment des étapes qui étaient importantes et qui étaient difficiles à vivre pour elle comme pour nous, hein, le noyau familial. C'était son intérêt supérieur de la sortir de là. Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, c'est son intérêt supérieur de la laisser. Oui, c'est son intérêt supérieur de la laisser maintenant en instruction en famille, évidemment. Bien sûr. Non, puis bon, enfin, je veux dire, non, mais vous imaginez quand même, on parle d'une enfant de 5 ans, on parle d'un enfant de 3 ans. Donc là, vous avez dû fournir un projet éducatif pour un enfant de 3 ans, alors que toi, Amandine, en plus, tu es éducatrice Montessori. Enfin, il faut quand même se rendre compte dans quelle absurdité on est, quoi. Enfin, c'est vrai que quand on dit ça aux gens, mais vous vous rendez compte, vous demandez à des parents, pour un enfant de 3 ans, de fournir un dossier. Je sais pas, votre dossier, il faisait combien de pages, par exemple Alors moi, à l'intérieur, il y avait également la progression pédagogique, parce que comme le matériel Montessori va un peu plus que certains acquis que l'éducation nationale et ou ne les prend pas dans le même sens, par exemple pour l'apprentissage des lettres, j'avais mis quelque chose de progression en même temps. Donc le tout au complet faisait, si je dis pas de bêtises, 38 pages. Oh, 38 pages, juste pour Ambroise, de 3 ans. Oui. C'est ça. Donc, en fait, vous avez fourni un dossier de 38 pages écrit par une professionnelle de l'éducation Montessori. Voilà. À des. Enfin, je le dis, j'ai l'air d'être surprise, mais c'est parce qu'on marche vraiment sur la tête, quoi. Et vous avez eu un refus. Et à côté de ça, il y a la grande sœur qui a une phobie scolaire, dont l'intérêt évidemment supérieur est d'être gardée à la maison, et vous avez obtenu 2 refus. Voilà. Enfin, et le pire, c'est que dans ce dossier de 38 pages, j'ai quand même 9 pages de tous nos supports bibliothèques qu'on a personnels. Hein. Et ils ont trouvé à dire que les supports n'étaient pas adaptés ou inexistants. Donc c'est sûr, quand tu enlèves Choupi, l'âne trop et compagnie, et qu'on leur met un petit peu de littérature diverse et variée, ça peut tiquer. Ouais, ça peut déstabiliser, il faut les comprendre hein, dans leur bureau. Oui, c'est peu courant finalement. Bah oui, mais qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant, franchement Il va se réfléchir par lui-même. Non, mais si c'était pas aussi grave, on en rigolerait, mais à gorge déployée, quoi. Ouais, mais c'est vrai que comme tu dis là, on en rigolerait, et peut-être qu'un jour on en rigolera vraiment et on se dira bon c'est bon, c'est passé tout ça. Mais à l'heure actuelle, on est dans un combat qui nous prend de l'énergie, nous prend beaucoup de temps, et ce temps-là, pour les enfants, il est perdu. Parce que quand on a besoin de monter des dossiers qui font 40 pages, de devoir remonter des RAPO, de devoir faire des tribunaux administratifs, de devoir, bref, se casser la tête, en attendant, c'est les enfants qui en pâtissent, parce que t'es pas avec eux. Et puis voilà, toute la vie de famille, elle est compliquée autour de ça, parce que à la fin, tu as la tête comme ça, et puis en face, tu sais pertinemment que tu as un rouleau compresseur administratif qui est mis en place pour les raisons qui étaient au départ du séparatisme islamiste et religieux. Pour prendre mon exemple, je suis élu municipal dans ma commune. Les lois séparatistes, du coup, elles vont pas pour nous, clairement. Enfin, ça va pas du tout. Et pour rebondir à ce que tu disais en introduction par rapport à ce qu'avait dit Caroline Pascal, et les quotas qui ont été mis en place plutôt qu'une loi séparatisme, etc. On nous a encore une fois menti sur
la loi initiale. Et ça, bien sûr, sauf que là, ouais, bien sûr. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'ils ont abusé quand même. Il y a eu un abus de confiance. Les représentants de la nation qui ont voté cette loi ont été abusés. Oui. Également, c'est gravissime quand même. Enfin, je veux dire, on est en démocratie, hein, je vais mettre le terme entre guillemets. Donc, le peuple est souverain. Le peuple est donc représenté par des élus, députés, sénateurs. Et là, quand on va les voir aujourd'hui, la majorité quand même sont de notre côté. C'est-à-dire, ils disent, mais en fait, on ne reconnaît pas la loi telle qu'on l'a votée. Donc, je peux aussi te donner la parole, Thomas, sur les garanties qui avaient été données aux familles, faisant l'instruction en famille, qu'elles n'auraient pas de problème. Tu peux en parler parce que c'est quand même aussi important. Et je pense que vous avez fait un recours hiérarchique donc auprès d'Alexandre Portier. Oui. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce recours hiérarchique? Parce que donc, bon, voilà, votre situation actuelle, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas scolarisé vos enfants, puisque évidemment, c'est irait à l'encontre de leur intérêt supérieur. Hein. Voilà, et donc aujourd'hui, vous avez fait ce recours hiérarchique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Bah alors, déjà, ce recours hiérarchique, il est survenu parce que on a reçu un jour un mail en nous notifiant, et la lettre suivie peu de temps après, comme quoi il fallait scolariser les enfants dans un délai de 8 jours. Donc, 8 jours concrètement, ouais, 8 jours. Donc concrètement, scolariser des enfants sous 8 jours, ça relève, je sais pas, des super-héros, et encore, bon, quoique, sous peine de sanctions. Il y a eu d'autres familles d'ailleurs qui ont vraiment reçu des menaces directement des DAZN et compagnie, en leur disant, voilà, si vous ne vous conformez pas aux règles, vous allez avoir des problèmes. Bon, nous, c'était un courrier sans objet, c'était un courrier pas amical, mais en nous disant, attention hein, quand même, hein, on sort le bâton, vous n'êtes pas de bons citoyens. Il y avait les menaces dans le courrier. Il y avait les menaces dans le courrier. Il fallait. Alors. Comme quoi, elle était dans l'obligation, suivant la loi, de prévenir le procureur. Oui, le procureur de la République, quoi, d'accord. Voilà, tout à fait. Donc oui, tu as quand même des menaces derrière, même si elles n'étaient pas expressément dites, hormis bon, le procureur de la République. Mais bon, il y a des sanctions pénales ou ce genre de choses. Après, donc suite à ça, nous, comme on était un peu désabusés face à cette situation-là, et puis bon, psychologiquement, c'est aussi lourd quand même. Hein. À un moment donné, tu essayes de tout mettre en place pour tes enfants et on te dit, bah non, en fait, vous n'êtes pas capable. Oui, mais nous sommes les parents quand même. Nous sommes garants de leur instruction. Oui, mais vous n'êtes pas capable. Ah bon, okay. Il va falloir qu'on nous explique différemment. Donc du coup, nous, ce qu'on avait fait donc auprès de la mairie d'où nous sommes, c'est une attestation réalisée par Madame le maire qui nous permet de poursuivre l'école à domicile et pour servir et valoir ce que de droit. Ce qui veut dire que Madame le maire ne veut pas de nouveau remettre les enfants dans l'école du village. Pour pouvoir scolariser des enfants dans une école autre, il faut l'autorisation du maire. Donc, nous sommes dans un biais. Ah, ouais, d'accord. Voilà. Donc, est-ce que... petite parenthèse, c'est l'école du village, mais c'est un regroupement, c'est un RPI. Donc, c'est-à-dire que sur à peu près 15-20 km à la ronde, c'est cette école. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, donc, si jamais on veut les scolariser ailleurs, il faut qu'on aille plus loin et il faut l'autorisation de Madame le maire. Et après, pour le privé, c'est à plus de 30 minutes de route. Et c'est pareil, il faut quand même l'autorisation de Madame le maire. Ouais, donc, d'accord. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est pour ça que donc, nous, on a reçu ce genre de courrier qui nous disait de scolariser les enfants, mais sous un ton sympathique, contrairement à d'autres familles. Mais vu qu'on a ce papier-là, qu'on a une attestation qui nous dit, voilà, vous pouvez faire l'école en famille, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quand même une autorité qui nous a donné autorisation, voilà, qui a un poids quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon, en parallèle, on a quand même monté, donc, ce que tu disais tout à l'heure, un recours hiérarchique auprès d'Alexandre Portier, le ministre délégué à la réussite scolaire.
en copie, on a mis également notre député de notre circonscription. On a préféré faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se voyait pas forcément faire du tribunal administratif. On ne voyait pas forcément l'intérêt de faire d'autres recours, mais on voulait taper un peu plus haut. C'est-à-dire que, bon, nous, on est vraiment le bas de l'échelle, hein, le petit peuple. Voilà, c'est comme ça qu'on est vu de toute façon. Mais bon, on a quand même foi en notre apprentissage pour nos enfants, donc on a envie de les sortir un peu de ce marasme qui est là depuis déjà des décennies probablement. Et suite à ça, donc pour le moment, on n'a pas de réponse, mais on a fait ça, on a fait ce recours-là parce que au moins il y a des traces. Et on l'a fait pas à la ministre de l'Éducation nationale directement, parce que déjà la ministre, elle est macroniste, et que en ce moment elle a plein de choses à s'occuper et qu'on savait que ça allait plus ou moins passer à la porte. Par contre, son délégué, lors de plusieurs interviews, a clairement dit que l'école était en train de sombrer, et tout ça. Donc ça fait quand même un petit lien avec le fait que l'IEF, ça peut être une alternative. Et en plus, il est républicain. Donc les républicains sont généralement favorables à l'IEF. Oui, alors on peut préciser effectivement les paroles d'Alexandre Portier qu'il a eues, c'était il y a un mois, je crois. Au moment d'une interview télévisée, au cours de laquelle effectivement il a dit que on connaissait un effondrement, hein, c'est le terme d'effondrement, je crois qu'il a employé. Tout à fait, effondrement, ouais, clairement. Voilà. Un effondrement du niveau scolaire, en précisant que un tiers donc des enfants qui rentraient en 6e ne savaient pas lire et pas écrire correctement, et donc l'heure était grave, quoi. Enfin, voilà. Et effectivement, alors je rebondis un petit peu sur votre recours hiérarchique que vous avez fait auprès de lui. Léna, donc que j'ai reçu aussi dans une émission précédente, qui avait écrit qui a écrit une lettre verte, lui a aussi envoyé et a reçu une réponse. Alors c'est pas évidemment lui qui a écrit la réponse, hein, c'est sa chef de cabinet, qui est nulle et non avenue. Voilà. Finalement, c'est une réponse qui ne répond à rien, évidemment. Tout va bien, Madame la Marquise, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Finalement, c'est à l'image de tout ce qui est fait en France à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tu as, bon, là on cite l'éducation nationale notamment parce que c'est le point névralgique par rapport à toi, nous et bien d'autres familles dans les problèmes que l'on a actuellement, mais quand tu regardes tous les services qu'il y a autour, que ce soit la santé, que ce soit la police, enfin plein de choses, tout est en train de se casser la gueule pour parler poliment, hein. Et donc je dis que, enfin, on le voit, l'effondrement, il est vraiment total, hein, au niveau de la nation française. Est-ce que c'est voulu ou pas? Peu importe, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois ça et que tu te dis que tu as des enfants en bas âge, que tu as la possibilité de pouvoir les instruire à la maison pour apporter autre chose, parce que clairement, quand tu as un ministre délégué qui te dit il y a un effondrement, savoir. T'as pas envie de mettre ton enfant dans l'effondrement, c'est sûr. Hein. Voilà, ça paraît normal, non? Bah oui, c'est logique. Et dans tout ça, il faut quand même prendre en considération, donc pour ceux qui vont voir la vidéo et qui ne le savent peut-être pas, mais faire l'école à la maison, faire l'instruction en famille, c'est ne pas avoir d'aide de l'État. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas de rentrée scolaire, hein, concrètement. Tu fais l'impasse sur un salaire parce que, pour le coup, c'est Amandine qui fait l'instruction en famille. Elle a 0 de salaire, hein, parce que l'instruction en famille, c'est pas un métier, même si ça devrait l'être, hein, finalement. Donc, ça veut dire que on nous aide pas. Pourtant, on fait des sacrifices. Ça coûte moins cher à l'État. État qui est à plus de 3000 milliards de dettes et qui cherche de l'argent partout. Donc, nous, quand même, on fait une geste de citoyenneté, hein, quand on fait l'instruction en famille. Rappelons qu'un enfant coûte effectivement environ 10 000 euros à l'État, un enfant scolarisé, hein, il faut le préciser. Donc, ouais, tout à fait. Sûr. Donc finalement, il y a beaucoup de sacrifices derrière. Et ensuite, ils ressortent le bâton en nous disant non, vous avez fait des sacrifices. Oui, mais
vu que c'est pas bien ce que vous faites, on va vous en remettre quand même un petit peu. Voilà, non, c'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Ouais, c'est totalement déplorable. Les courriers qu'ils nous envoient sont totalement inappropriés. Et encore inapproprié, c'est un euphémisme, hein, parce que là, on est quand même maltraité, on peut le dire, hein, et nous sommes menacés. Hein. Donc aujourd'hui, on reçoit des injonctions de scolarisation qui nous menacent de 7 500 € d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Voilà, tout ça parce qu'effectivement, ils ont fait passer une loi qui en réalité n'est pas une loi, que derrière ça, il y a des quotas qui veulent simplement purger et saquer tout bonnement l'instruction en famille, hein, qui, avec des techniques comme ça, effectivement, va devenir totalement une espèce en voie d'extinction, hein, c'est clair et net. Hein. Et donc, il faut évidemment se lever contre ça. Enfin, je veux dire, ouais. Ouais, non, mais tout à fait. Et puis, à l'heure actuelle où, enfin, on regarde peu les médias finalement parce que les médias, hein, c'est un peu la grosse cuisine et la foire à l'empoigne là-dedans. Mais quand tu vois que tous les jours, tu as des faits divers en France, notamment on parle des OQTF, on va dire ça, voilà, mais des personnes qui ont des obligations de quitter le territoire français et qui sont encore là à se balader sereinement pendant que toi, en tant que parent, en tant que citoyen français, on te dit non, vous pouvez pas faire ça parce que vous êtes des criminels. Enfin, clairement. Ah, tu vas instruire ton enfant, mais c'est un crime, bah, tu n'y penses pas. C'est noté dans les constitutions, c'est noté dans les traités internationaux. Faut pas oublier quand même que en France, on a donc la pyramide hiérarchique, hein, qui est la Constitution, voilà, bah, les traités internationaux et tout ce qui a été dit et tout ce qui a été ratifié, notamment par la France. Et ensuite, il y a des lois. Et cette loi qui a été mise en place par rapport au régime d'autorisation pour l'IUF, bah, elle devrait pas être mise en place et elle est contre-productive et elle est contre-nature par rapport à tout ce qui est au-dessus au niveau de la hiérarchie des lois. Bien sûr. Bien sûr. Et rappelons-le, effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, quand ils ont voté leur loi donc en 2020-21, au moment des débats et du vote de la loi, toutes les garanties avaient été données par 3 personnalités, hein, l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et la rapporteuse du projet de loi Anne Brugnera, que les familles comme nous, enfin je veux dire, qui faisions bien entre guillemets l'instruction en famille, pour lesquels il n'y avait pas de risque entre guillemets de séparatisme, n'auraient aucun problème avec cette loi, qu'on recevrait nos autorisations. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a quand même effectivement beaucoup de familles qui ont fait la demande d'autorisation. À tort ou pas, je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai fait cette demande d'autorisation, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme. Parce que demander l'autorisation à ces gens, si oui ou non, ils veulent bien, s'il vous plaît, nous donner l'autorisation d'instruire nos enfants, ça fait mal, hein, d'autant que l'instruction est obligatoire en France et l'école ne l'a jamais été. Hein, depuis les lois de la fin du 19e de Jules Ferry sur l'instruction publique, il a toujours été prévu, évidemment, que les parents puissent instruire leurs enfants. C'est ce qui se trouve en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà. Donc, bon, on en est là à demander effectivement des autorisations. Donc, on change de société, hein, on change de paradigme. Hein. L'école obligatoire, ça n'a plus rien à voir avec la société dans laquelle nous, par exemple, on a grandi. Et derrière ça, on se fait jeter, mais vraiment malproprement, par des gens qui nous expliquent que nos enfants seront bien mieux à l'école et il faudrait qu'on remette nos gamins à l'école, quoi. Ah bon, ok, bah non, non. Les mots te manquent carrément. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Évidemment. C'est ahurissant ces histoires. C'est ahurissant, ouais. Et bon, en tout cas, voilà, vous avez le soutien plein entier de votre mairie, ça c'est important. Donc, moi, je serais vraiment tout à fait intéressée de savoir comment ça va évoluer. Vous en avez parlé, par exemple, dans votre courrier hiérarchique de votre soutien municipal ou Oui, tout à fait. Ben, on a même transmis l'attestation que nous avait délivrée Madame le maire à ce moment-là, afin que ça pèse aussi dans la balance, parce que quand tu as, je vais le répéter un petit peu, mais Madame le maire qui est garante de l'éducation des enfants dans la commune, voilà, dans la commune, et que elle te donne une attestation, donc en gros elle te refuse que tu scolarises tes enfants. Que tu scolarises tes enfants, ouais. Voilà,
enfin, tu peux pas faire mieux à un moment donné. Non. Tu as une compétente qui te dit bah non, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. On vous connaît parce qu'en plus, monsieur est élu municipal. Madame aussi, on la connaît parce que bah, voilà, ça fait 10 ans qu'on est sur la municipalité. On n'a pas de soucis non plus. Enfin, à un moment donné, ouais, c'est compliqué. Mais effectivement, ce que tu disais, nous aussi, on a hâte de savoir jusqu'où ça va aller. Ouais, très intéressant. Ouais, bon, finalement, maintenant, je pense qu'on le prend un petit peu avec du recul parce que ça a beaucoup miné Amandine. Moi, un peu moins, mais c'est vrai que, enfin, elle y passe du temps. Et finalement, quand on te voit refuser un dossier complet, surtout quand c'est des dossiers qui sont quand même assez lourds, assez épais, tu as une grosse remise en question. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir le droit d'instruire mes enfants? Non, pour ne pas avoir le droit. Oui, pour ne pas avoir Vous le droit compris. de... Ouais, bien sûr. Non, mais t'as raison. Et bah, voilà, il y a toutes des remises en question comme ça. Et puis, ça fout les boules, quoi. Voilà. Ah, ça fout vraiment les boules. Nous, on est dans la même situation. C'est très difficile à vivre, sincèrement. Gérer la colère, surtout. C'est la gestion de colère. Enfin, moi, dans mon cas, voilà, c'est extrêmement difficile à vivre. Et parce qu'il s'agit de nos enfants, quoi. Enfin, c'est ça, c'est ça. C'est nos entrailles, hein, avant tout, quoi. Donc, c'est vrai que quand on reçoit les courriers, bon, faut... Ouais. C'est bien d'avoir un endroit un peu isolé où on peut aller pousser un bon petit cri, là. Clairement. Et puis après, pour rebondir à ce que tu disais également pour la suite de ce qui va se passer derrière, bah nous, on leur a répondu, hein, parce qu'ils nous ont renvoyé un mail entre-temps en nous demandant si on avait bien scolarisé les enfants. Non, le mail, c'était « Sauf erreur de notre part ». Votre enfant n'est inscrit dans aucun établissement scolaire. Sortez les violons. Du département. Du département. Si jamais nous avons fait une erreur ou s'il est scolarisé dans notre département voisin, veuillez nous faire parvenir au plus rapidement. Non, d'ici la fin de semaine, le certificat de scolarité. Ouais. Eh ben, j'ai mis 2 semaines à leur répondre parce que j'avais autre chose à faire. Voilà. Oui, bien sûr. Et je leur ai renvoyé en leur disant que je me permettais de leur répondre à nouveau que nous avions une attestation de notre mairie, de Madame le maire, que les démarches ont été faites au mois d'août et que Madame le maire s'est refusée de nous inscrire les enfants et que nous avions une attestation et que elle se refuse toujours de nous inscrire les enfants en fait. Donc à moins que... j'ai pas marqué ça, mais en gros, c'est si on déménage pas dans une autre commune, on pourra pas les inscrire. Donc, voilà. Ouais. Donc, comme on n'a pas l'intention de déménager, ça tombe bien. Ouais, bien sûr. Et depuis, pas de réponse. Pas de réponse. Bon, de toute façon, ils vont revenir à la charge, hein, donc là... Mais par contre, s'ils reviennent encore à la charge, là, je pense qu'une main courante sera posée et pour harcèlement. Parce qu'ils font tout un speech sur l'harcèlement au niveau de l'harcèlement scolaire et tout ça. Il y a vraiment 3 points au niveau de l'harcèlement scolaire. C'est, alors de mémoire, c'était le pouvoir. Donc clairement, ils pensent qu'ils sont tout puissants. Après, c'est la récurrence. C'est bon, moi le dossier, je l'ai envoyé au mois de mars, hein, donc sauf que je l'ai commencé bien en amont, ça fait 1 an que l'histoire dure, donc niveau durée, on y est. Et après, la 3e, je me souviens plus, mais on est dedans. Donc en fait, la typo de l'harcèlement scolaire, ils sont en plein dedans. Donc, oui, je crois que c'est bien de parler de la main courante. Moi, j'en ai déposé une avant-hier. Oui, la main courante, ça sert à signaler aux gendarmes notre situation. Comme ça, d'une certaine façon, on va les voir avant qu'eux viennent nous voir. Mais on en reparlera, je pense, avec Sébastien. C'est Sébastien qui a eu cette riche idée qui m'en a parlé. Et puis, ça sert aussi, effectivement, à obtenir un récépissé de main courante qui ensuite est archivé. Nous, par exemple, on est au tribunal, donc c'est archivé dans les pièces du tribunal. Et puis surtout, ça sert à annexer en fait une main courante écrite. Hein. Donc moi, j'ai écrit ma main courante, dans laquelle je dis évidemment qu'il y a non-respect de la loi initiale et qu'en plus maintenant, on sait que ce sont des quotas et que donc, évidemment, on est dans un régime de discrimination qui n'a plus rien à voir avec la loi initiale. Donc c'est caduc, oui, bien sûr. C'est caduc, voilà. Donc, alors, comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a des actions que vous comptez mener prochainement? Comment vous voyez un petit peu les semaines, les mois qui viennent? Alors, comme l'a dit Amandine, par rapport à la main courante, s'ils reviennent à la charge, ça c'est quelque chose qu'on envisage. D'autre part, on va leur répondre comme ils nous parlent finalement. C'est
À un moment donné, on va leur dire, écoutez, arrêtez de nous importuner, on est en train de faire l'instruction en famille, on a autre chose à faire. Il y a ça. Il y a donc au début du mois de décembre, je dois voir l'un des députés de notre circonscription d'ailleurs. Enfin, oui, le député que nous n'avons pas vu encore jusqu'à présent, mais on va dire que les planètes se sont alignées parce que il passe à mon travail dans peu de temps, donc il vient voir l'entreprise là où je bosse. Donc en même temps, je vais l'alpaguer à ce moment-là. Et puis finalement, on a envie de dire, voilà, même si on est des bons citoyens ou mauvais citoyens par rapport à ces problématiques d'instruction en famille, on va continuer à pas se laisser faire. Parce que c'est inadmissible ce qu'ils sont en train de mettre en place pour essayer de nous forcer à faire ce qu'on veut pas finalement. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que dans l'imaginaire collectif, l'instruction en famille, parce que finalement c'était quelque chose qui était énormément utilisé il y a des années en arrière, parce que transmettre le savoir des plus anciens aux plus jeunes, c'était quelque chose d'absolument naturel. Maintenant on a confié cette tâche-là à l'État parce que faut que papa, faut que maman ils travaillent pour faire tourner voilà, toutes ces rouages économiques. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'instruction en famille, ce n'est pas forcément des personnes qui vivent dans un tipi, dans une ZAD, en haut d'un chêne et qui font ça voilà, tout nu. Non, c'est... non, mais je pense... J'aime bien l'image. Ouais, tu vois le truc, mais tu vois... ouais. Je crois que ce serait peut-être pas mal aussi. Non, pas en hiver. Non, pas en hiver. Non, pas en hiver. Parce qu'on lui fait froid. Non, c'est-à-dire que nous sommes des personnes qui sont tout à fait intègres. Nous avons, voilà, nous payons nos impôts en France, hein, contrairement à certaines personnes qui font des lois. Et voilà, en fait, on vient nous embêter sur des bêtises qui n'ont pas lieu d'être. Et franchement, il y a des ressources judiciaires de justice qui peuvent être mises ailleurs sur des thèmes qui sont beaucoup plus importants et clairement payer des gens à emmerder des parents qui veulent juste font juste attention à leurs enfants. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Et c'est bien. Alors tu parles des ressources. Il se trouve qu'on a été des dizaines de milliers, oui, à déposer des dossiers de demande d'autorisation, puisqu'entre les primo-demandes, ceux qui étaient déjà en IEF, etc. Rappelons quand même que l'IEF, c'est 98,7% de résultats positifs contrôle, puisque nous sommes des parents qui sommes contrôlés justement tous les ans, hein, donc 98,7% de réussite. Donc voilà, ça se passe de commentaires. Et donc, il y a là 72 000, puisque Caroline Pascal disait qu'on était passé à 72 000 enfants instruits en famille à la fin du Covid, entre guillemets. Donc l'objectif était de revenir à 35 000, ce qui veut dire qu'il y a au moins 72 000 dossiers de réussite qui ont donc été envoyés et qui passent à la benne en étant méprisés, alors que nous sommes dans la réussite, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de l'école. Hein. Donc, on en parlera aussi avec Eric, on fera une interview avec Eric, qui propose en fait qu'on essaye de faire inscrire l'instruction en famille au patrimoine immatériel culturel de l'humanité, parce que c'est une richesse extraordinaire. Tu vois, Amandine, toi, tu es une professionnelle de l'enseignement. Tu as fait un dossier de 30 pages sur la façon dont tu vas instruire ton enfant. Je pense que ce serait de bon goût que l'éducation nationale qui subit un effondrement puisse se servir de ces ressources pour améliorer le niveau d'instruction. Enfin, voilà. Donc, plutôt que de nous jeter comme si nous étions des gens... ouais, il serait peut-être bien qu'on marche la main dans la main, voilà, pour travailler sur l'amélioration de l'instruction, parce que nous on en a sous le pied, je veux dire, en termes de réussite. Hein. Donc par rapport à ça, c'est pour ça, ça n'a pas été dit, hein, mais c'est sous-entendu par des associations et autres, mais il y a beaucoup de parents qui, au niveau de, alors je vais parler en classe, hein, les grandes sections CP et CE1 en fait utilisent la méthode Singapour. Et ça serait pour ça, en fait, que Gabriel Attal l'aurait proposé dans le programme, en fait. Ah ouais? Ah, intéressant. Donc, en fait, voilà, quelque chose qui fonctionnait en instruction en famille aurait effectivement...
sans l'avouer. Voilà. Oui, ah bah évidemment, évidemment, je me doute bien. Il y a beaucoup de parents qui disaient que eux, c'était un petit peu leur truc de particularité, en fait, de dire que ils faisaient Singapour, sauf que maintenant, ça fonctionne plus vu que l'éducation nationale le fait. Donc, on peut plus dire, oui, voilà, moi, mon enfant préfère travailler avec ça comme méthode et tout. En fait, oui, ils ont la même chose là-bas. Donc, hop. Ouais, d'accord. Non, mais ces gens sont juste ridicules, quoi, en fait. Je veux dire, s'il y avait une conclusion à donner, ils sont absolument ridicules. Et évidemment, rien ne va dans l'intérêt supérieur de nos enfants. Je ne sais pas ce que vous avez eu comme argument pour le refus. Bon, c'est à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire, il n'y a pas de situation propre. Votre enfant est, on va dire, entre guillemets, normal, il peut aller à l'école, quoi. Il va à l'école, point, c'est tout. Oui, c'est ça. Il y a même eu comme quoi il n'y avait pas de particularité, alors que c'est pas du tout ça qui est jugé. Et comme quoi il était scolarisable. Mais c'est pas du tout ça qui est demandé non plus. Bien sûr. Donc pour les deux, ouais. Oui, là les deux ont eu le même truc alors qu'ils n'ont pas la même situation. D'accord. Alors après, Thomas, effectivement, on peut comprendre si tu avais des arguments qui te refusaient l'instruction en famille, mais des arguments solides qui nous diraient bon vous avez ça va pas, on vous refuse. Ok, on pourrait l'entendre. On peut se remettre en question à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as en face des arguments qui sont complètement fallacieux et que tu dis mais pas de support alors qu'il y a 8 pages. Voilà, quand on t'explique dans ton refus de RAPO ou dans ton refus de dossier que non, il n'y a pas de support pédagogique. Alors que tu as 8 pages. Avec, je sais pas combien de pognon on met dans les bouquins. Enfin, franchement, par mois, on en achète franchement beaucoup. Non, faut arrêter de se foutre de nous. Ils vous ont dit qu'il n'y avait pas de support. Ouais. Vous n'aviez pas de support. Qui n'était pas adapté ou inexistant, alors qu'en fait, c'est la même liste que l'année d'avant qui est passée, plus ceux que j'ai achetés en cours d'année, depuis l'année dernière. Ouais. Je dois avoir une page et demie ou deux de plus que l'année d'avant où c'est passé. Ouais, bon, enfin, de toute façon, hein, tout cela est parfaitement absurde et ridicule, donc on ne se laisse pas faire. Donc voilà. Donc, tu nous as parlé effectivement des actions que vous pouviez mener. Moi, j'aime bien parce que quand j'ai discuté avec toi plusieurs fois au téléphone, je trouve que tu es quand même très optimiste, quoi. Quelqu'un qui dit bon, allez, de toute façon, allez, on continue l'aventure, on y va. Ouais, en fait, non, mais c'est vrai que on est assez complémentaires avec Amandine sur ça. Je suis plutôt l'optimiste par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai une vision globale du monde qui est pas du tout celle de tout le monde. Voilà, bon, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il me manque des cases ou est-ce que j'en ai un peu plus? Je sais pas, peu importe. Mais c'est-à-dire que quand tu vois l'État français, parce que bon, on va parler de la France principalement, même si l'État international il est déplorable également, mais on est en ce moment, il demande un réarmement démographique, le président de la République française. Il l'a dit, ouais. On nous dit, on vote une loi qui va nous permettre de réquisitionner vos biens et vous mettre des amendes de 500 000 euros d'amende si vous n'allez pas faire la guerre, par exemple. On vous retire les armes à feu, mais si vous les amenez de votre propre chef, il n'y a pas de souci, on ne dira rien, vous pouvez les ramener. Donc on désarme le peuple. Donc on désarme le peuple avec des armes réelles. Oui, par l'arme à feu de catégorie. Des armes à feu. Des armes à feu. On est dans un déclin total. Économiquement, la France est morte. Il faut trouver de l'argent, sauf que l'argent est dilapidé. Quand tu vois que, en ce moment, voilà, on discute, mais c'est la crise de l'agriculture, avec de l'autre côté du monde des accords sur le Mercosur. Bon, ça fait un moment que c'est mis à peu près plus ou moins en place. C'est déjà acté en coulisses depuis longtemps. Il va nous rester quoi? Mais peu de choses. Mais par contre, quand on aura touché le fond, ce sera le moment de repartir. De remonter. C'est pour ça que tu es optimiste. Voilà. C'est pour ça que tu es optimiste. Tu dis c'est le moment où on va remonter, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, après, voilà, il y a un moment dans l'histoire de l'humanité, on a su s'effondrer et puis on remonte. Bon, vous n'êtes pas inquiet vis-à-vis, parce que vous savez, il y a toujours, après on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on discute, mais il y a toujours la peur de devoir enlever ses enfants. Enfin bon, c'est pas le genre d'inquiétude que vous avez, ou vous les gérez
pour Amandine, clairement, c'est le cas pour elle. Elle a toujours eu cette pression psychologique de pouvoir prendre nos enfants. Après, on est quand même bien entouré, dont notamment une personne qui est juriste de métier, qui nous a expliqué, tu sais, y a des enfants qui se font frapper tous les jours, qui sont dans des conditions abominables et on ne les retire pas des familles. Donc en fait, quand tu fais cette nuance-là où tu as des enfants qui sont vraiment dans une situation extrêmement critique, et d'ailleurs c'est vraiment une problématique, on ne devrait pas toucher les enfants déjà, avant toute chose. Et que toi, tu es juste au seuil de, oui, tu es un petit peu en marge du système, entre guillemets. Bon, déjà, ça permet d'évacuer psychologiquement cette pression-là. Deuxièmement, tu as aussi le fait que, bon, je suis père de famille, clairement, j'ai un peu les ressources financières que je dois mettre pour le bien de notre cocon familial. Le jour où tu as des personnes qui viennent pour nous prendre des enfants, ben, je passerai l'arme à gauche. À un moment donné, je donnerai ma vie pour éviter qu'on me les prenne. Et ça, en fait, c'est un combat finalement psychologique et un combat de la vie. Pourquoi? Parce que comme on ne sait pas ce qu'on fout sur Terre, peu importe, qu'on ait quelque chose avant, après ou quoi que ce soit. Mais si à un moment donné, tu t'es battu pour des choses qui étaient importantes et qui sont justes, bon, bah, tu auras fait déjà ta part de ton contrat sur Terre. Et clairement, moi, je n'ai pas peur pour la suite parce que je me battrai bec et ongle pour éviter qu'on nous fasse chier. Voilà, disons-le. Ah ouais, clairement, ouais. Moi, je vais juste rajouter, depuis qu'on a l'attestation, je suis quand même soulagée parce que c'est pas l'attestation du postier ou voilà, c'est la mairesse et elle a quand même un poids quand même. Et effectivement, pour ceux peut-être qui nous regardent, essayez de voir avec vos mairies, avec vos maires, parce que on ne sait jamais, ça peut peut-être avoir un poids supplémentaire dans un dossier. Et pour l'instant, on est dans un vide juridique. On ne peut pas les inscrire parce qu'on est obligé de passer par la mairesse. Et il ne veut pas prendre l'inscription. Voilà. Mais c'est quand même un. Ouais. Non, mais ça, faut le souligner, c'est quand même un soutien énorme, quoi. Enfin, franchement, bravo. Oui. Bravo à elle. Ouais, et puis même, elle nous avait dit s'il y avait un tribunal administratif, enfin, j'en ai longuement parlé avec elle. Elle dit non, mais tu n'iras pas tout seul. Parce que, à un moment donné, quand toi, tu es passé par là aussi, et quand tu as un avocat, ça ne marche pas, je me suis dit, autant me défendre tout seul. Non. Nous, on y est allé sans avocat. Ah, pardon, je pensais que. Mais bon, non. Mais avec ou sans avocat, toutes nos requêtes ont été rejetées. En tout cas, ici, ils ont rejeté toutes les requêtes. Mais c'est pour ça que c'est bien qu'on en discute. Et dans cet optimisme, il y a aussi le fait qu'on se serre les coudes les uns les autres, qu'on crée cette espèce de réseau quand même, de petites toiles d'araignée. Et parce que ça va traîner pendant des mois, des années, cette histoire. On est loin évidemment d'être au bout de l'aventure. Et évidemment, si on parle pas entre nous, si on laisse pas des témoignages, si on laisse pas des archives, si on n'essaye pas de faire des actions pour les limites. Comment ? Un devoir de mémoire. Oui, un devoir de mémoire. Tu parlais de cette lutte, c'est quand même une lutte hautement nécessaire et on parle des enfants là. Donc tu évoquais d'autres sujets, mais là c'est le tronc commun quoi. J'ai envie de dire que c'est les racines de l'arbre quoi. Donc si on n'est pas là au niveau des racines de l'arbre, les feuilles, les ramifications ne se font pas. Voilà les ramifications ne se font pas. Donc soyons là. Nous sommes là, nous ne sommes pas prêts de lâcher l'affaire. Et effectivement, les députés, les maires, les mains courantes, pourquoi pas les dépôts de plainte. Enfin bon, des initiatives, on peut en avoir plein. Et surtout, communiquons ces initiatives. C'est très important pour qu'on puisse s'en saisir les uns les autres. Et puis qu'on puisse voir ce qui marche pas. Parce qu'évidemment, on lance des lignes, et puis après, on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Quoi. Bien sûr. Voilà, en attendant, je le dis comme je l'ai dit la dernière fois, nos enfants sont donc à la maison, instruits en famille. Ils vont très très bien. Voilà. Oui. Et on ne compte pas changer la donne parce qu'évidemment, on ne va certainement pas scolariser de force nos enfants. Il en est hors de question. Et la force du non fait que
ça a un pouvoir et une portée enfin, vraiment puissant. Dire non, savoir dire non. De toute façon, on ne fera pas différemment. Voilà. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, je vous salue. Et bah, j'étais ravie. Ouais, j'étais ravie de ce moment avec vous. Et puis, bah, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à prendre contact avec nous. Hein. Il se trouve que Thomas, on s'est rencontrés sur Facebook, bah, je crois, suite à la vidéo avec Léna que j'avais faite. Voilà, donc petit à petit, les choses se font, on se rencontre. Je recherche des gens pour témoigner, comme viennent de le faire Amandine et Thomas, comme l'ont fait Léna et Audrey avant vous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà. Bon, à bientôt. On se tient au courant pour la suite. Eh bien, on se tient au courant, pas de souci. Puis, courage à tous. Ouais, courage à tous. Allez, salut. Salut.